Quel est aujourd'hui l'état de mise en œuvre des normes de l'ITIE en République démocratique du Congo? Une thématique qui vous sera développée dans ce nouveau numéro où nous avons l'honneur de recevoir pour vous les coordonnateurs nationaux de cette structure. Lui, c'est Monsieur Jean-Jacques Kaembe, bienvenue. Merci. Voilà, c'est dans une coprésentation. De l'autre côté, nous avons notre confrère, Monsieur Elias, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà. Et de l'autre côté, à ma droite, j'ai aussi notre confrère. Lui, il peut se présenter. Guillaume. Voilà, de Bossolo la politique. Voilà, effectivement. Bossolo Télévision. Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus. Et déjà, nous commençons avec notre invité, celui qui a l'honneur. Rebonjour. Bonjour Jean-David. Voilà, effectivement, on va parler des litiges en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, la question est simple, telle que nous l'avons annoncé dès l'entame de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir de la mise en œuvre des normes des litiges en République démocratique du Congo? Merci beaucoup Jean-Baptiste et merci beaucoup à tout le monde. Je suis très heureux de venir sur votre plateau pour parler de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Comme nous le savons, depuis 2005, le pays a exprimé sa volonté d'adhérer à l'initiative, qui est cette norme de transparence, aujourd'hui qui regroupe autour de 55 pays dans le monde entier, où nous sommes en train de construire une transparence pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles. L'ITE, c'est ce processus d'apprentissage pour que le pays améliore la gouvernance de son secteur extractif pour le mieux-être du citoyen. Alors, pour le mieux-être du citoyen, est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo respecte-t-elle les exigences actuelles des litiges? Oui, la seule référence que j'ai, c'est l'évaluation que nous avons eue en 2022. En octobre 2022, la République démocratique du Congo a été déclarée pays à transparence élevée par l'ITE international. Nous avons eu un score de 85,5%. Je tiens à faire remarquer que c'est parmi, sur les 55 pays, c'est sur les 6 pays qui ont eu un score élevé. Alors, pour moi, de 2005 à 2022, il y a eu une progression. Le pays a fait d'énormes progrès et aujourd'hui, nous sommes un pays à transparence élevée. Alors, nous attendions une autre validation qui devrait commencer le 1er janvier 2026. Mais compte tenu de certaines circonstances au niveau de l'ITIE international, on a prorogé la date et la validation va débuter au 1er octobre 2026. Alors, notre Elias, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Bonjour encore. Bonjour, Elias. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que que le pays a adhéré à cette organisation internationale? Vous savez, je suis en train de parler un peu de la marche. Hein? Et s'il vous plaît, monsieur le cordon, oui. Et surtout, ce qui a permis le pays d'aller adhérer à cette organisation internationale. Bon, si je rentre en 2005, comme vous allez le voir, c'était que les multinationales venaient investir dans des pays à fortes ressources naturelles, mais les populations étaient très pauvres. C'est pour ça qu'il y a eu une campagne, la campagne Publiez ce que vous payez et Publiez ce que vous recevez, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi les multinationales viennent dans des pays comme les nôtres, les populations restent pauvres, mais les multinationales continuent à s'enrichir. C'est ce mouvement qui a fait qu'aux premières heures, que l'on a compris qu'il fallait qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la bonne gouvernance, pour que les populations impactées par l'exploitation puissent bénéficier des ressources naturelles. C'est comme ça que nous avons commencé aux premières heures de publier ce que vous payez et publier ce que vous recevez. On faisait le matching. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des limites. Il fallait que nous comprenions le contexte de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est comme ça que la norme a évolué. Vous allez voir, on est passé des règles de l'ITE à la norme 2013, 2016, 2019 et actuellement nous avons la norme 2023. Le problème qui a poussé notre pays, comme d'autres pays, à adhérer à l'initiative, c'est vraiment pour que nos populations bénéficient de l'exploitation des ressources naturelles. Si nous n'atteignons pas ce but-là,
la norme ne servira à rien. C'est ça l'objectif. Alors, vous allez voir que nous sommes dans un apprentissage. Peut-être on n'y arrive pas aujourd'hui, mais sûrement on va y arriver un jour. Donc, c'est le combat qui est le nôtre, de construire cette transparence pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Le rapport a été publié le 31 décembre. Oui, nous avons publié Lubumbashi. le rapport au niveau de Kinshasa, mais la consolidation des améliorations était faite à Lubumbashi. Mais au 31, le comité exécutif, via son groupe technique de travail, a adopté le rapport 2023 qui a été divulgué. Si on ne l'avait pas fait, à cette date-là, le pays courait le risque de suspension. Mais tout s'est bien passé et le rapport a été publié et il est sur notre site et nous avons été félicités pour ça. Lorsque le rapport, s'il vous plaît, lorsque le rapport est publié, ça doit être approuvé par l'organisation internationale. Ou soit lorsqu'on publie directement, c'est d'office, le rapport est déjà... Le rapport, c'est un rapport pays. Il est adopté par le groupe multipartite pays. Ici, chez nous, c'est le comité exécutif. Et à l'international, le rapport est utilisé pour nous évaluer. Il sert de cordon ou de colonne vertébrale pour le processus d'évaluation. Parce que le rapport, il porte tous les éléments qu'il faudra mettre sur la table pour pouvoir voir si les exigences de la norme ITE ont été respectées. Merci. Merci Jean-David Kilolo. Mais c'est Jean-Jacques Kayembe. Je vais rester sur l'intégration du secteur forestier dans le périmètre plutôt de l'UTIE. Alors ma question elle est si simple. Pourquoi l'intégration du secteur forestier dans le périmètre de l'UTIE est-elle considérée comme cruciale pour la transparence des ressources naturelles? Oui, si d'ailleurs vous rentrez dans le décret qui crée l'ITE, le décret de 2009, il montre que la RDC a défini le secteur extractif, minier pétrolier, donc des hydrocarbures, et par extension le secteur forestier. Parce que les parties prenantes en RDC ont estimé que si la forêt n'est pas bien gérée, c'est une ressource qui va s'épuiser. C'est pour ça qu'on a étendu le périmètre. Mais de 2005 à ce jour, nous avions remarqué que les ressources du secteur forestier étaient très faibles. Je parlais de publier ce que vous payez et publier ce que vous recevez. Lorsqu'on comparait, on avait remarqué que les secteurs forestiers n'amenaient presque rien au trésor public. C'est pour ça que pour ne pas se compliquer, comme c'est un apprentissage, le comité exécutif a commencé par, on commence avec le secteur industriel, minier et des hydrocarbures. Et lorsqu'on a consolidé cette marche, c'est pour ça que les parties prenantes et surtout la société civile a insisté qu'il faut intégrer maintenant de manière effective le secteur forestier pour comprendre quels sont les défis. Parce que dans le secteur industriel minier et des hydrocarbures, on a fait des améliorations, mais le secteur forestier, il y avait un gap de transparence et de gouvernance. Mais depuis qu'on a fait ça, il fallait maintenant dépasser le niveau juste des chiffres, voir ce que ça rapporte, parce que la société civile a estimé que peut-être le secteur forestier ne rapporte pas suffisamment, c'est parce qu'on ne comprend pas bien le contexte. C'est pour ça qu'on a fait d'abord un premier rapport contextuel pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le secteur forestier. Et maintenant, nous avons décidé, le comité exécutif a décidé que le secteur soit intégré pour qu'il puisse atteindre le même niveau de transparence que le secteur minier et des hydrocarbures. C'est comme ça que nous avons mobilisé un partenaire qui est le CAFI. C'est l'initiative des forêts de l'Afrique centrale qui nous accompagne pour l'intégration effective du secteur forestier. Nous avons commencé des activités avec les parties prenantes, accompagnées par la société civile et les administrations, qui sont descendues dans les 9 provinces à forte exploitation forestière pour la sensibilisation des autochtones, de la société civile, des artisanaux et des entreprises qui opèrent dans ces provinces, afin qu'ils comprennent c'est quoi le processus ITE, c'est quoi la norme ITE, afin qu'ils puissent participer. Il y a eu aussi une deuxième vague, c'est de formation maintenant. On a sensibilisé, maintenant on a formé pour que les gens puissent savoir c'est quelle information qui passe dans un rapport ITE.
Pourquoi est-ce que nous intégrons le secteur forestier? Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. Il y a des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, de plus en plus dans le monde entier, on commence à parler de la conservation que de l'exploitation forestière. Tous ces éléments-là, le crédit carbone, ce sont des choses que nous devrions maîtriser parce que dans nos forêts, il y a une bonne partie de la population qui vit là-bas. Ils doivent en trouver compte de l'exploitation de la forêt, soit en coupant les arbres, soit en conservation. C'est pour ça que nous avons dit, nous devons gérer correctement le secteur. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que le comité exécutif a dit, une gestion prudente de notre forêt serait mieux si ce secteur intégrait le processus de transparence et de bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons construit avec notre partenaire, le CAFI, tout ce processus et nous espérons que d'ici le mois de juin, le premier rapport du secteur forestier sera publié pour que nous puissions voir ce qui se passe de ce côté-là. Monsieur le coordonnateur, parce que c'est utile, quel type de flux financiers sont concernés par l'intégration du secteur forestier à l'ITIE? Il y a d'abord des flux traditionnels, tous les paiements. Moi, j'aborderai cette question. Vous savez, lorsque le pays a adopté qu'il faut la décentralisation, il y a eu des flux financiers qui sont restés au pouvoir central, que l'on paye aux administrations au niveau de Kinshasa et au Fonds forestier national et à toutes les administrations. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est à la province et aux ETD. Alors, il y a eu une répartition de tous ces flux là-bas, mais le gros est resté au niveau national. C'est pour ça que nous sommes en train d'analyser dans notre périmètre, nous sommes en train de recenser tous les flux financiers qui sont payés par le secteur. Il y a au niveau national, avec les administrations du ministère de l'Environnement, qui se couplent avec la DGRAT, il y a la DGI, et pour les importations et exportations, il y a les flux qui sont payés à la douane. Et lorsque vous rentrez en province, il y a certains droits qui ont été restitués à la province et au niveau local, selon la dimension de l'exploitation qui est en train de se faire là. Donc, lorsque nous mesurons le nombre de tous ces flux, nous voyons que le secteur, qu'on ne se limite pas à ces flux, qui sont les droits de coupe, le droit de ceci, maintenant on parle de plus en plus de la conservation aussi. Alors, quand on conserve, il y aura d'autres nouveaux flux qui vont apparaître, les questions ou les notions de crédit carbone. Lorsque vous conservez ou vous reboisez, vous étendez les superficies dans le reboisement, il y a cette notion de crédit carbone qui va intervenir. Ce sont des flux financiers qui vont venir et il faut voir comment est-ce qu'on doit les partager avec les communautés qui sont impactées. Voilà, alors revenons aux revenus miniers et finances publiques. Combien la République démocratique du Congo a-t-il récemment perçu du secteur extractif selon les rapports de l'ITIE? Oui, le rapport 2023 nous montre que le secteur extractif a fait autour de 5 milliards 800 millions de dollars, les deux. Donc le secteur minier autour de 5 milliards 600 millions et le secteur des hydrocarbures autour de 200 millions, de 230 millions. Donc c'est un peu ça les chiffres. Mais vous allez remarquer que lorsque nous analysons 2022 et 2023, qu'il y a une baisse. Parce qu'en 2022, nous étions à 7 milliards et demi et en 2023, on est descendu à 5 milliards quelques. Et ça, il faut bien comprendre la chute du prix du cobalt et toute la politique qui a été mise pour gérer les exploitations de cobalt. Ça a eu un impact sur les recettes sur la période de 2023. Oui, est-ce que ces revenus, ça profite certainement aux provinces minières? Moi, je pense que ça profite à la RDC. Il y a ceux qui tombent dans le trésor national, c'est le gros, et puis il y a les redevances qui rentrent dans les provinces et dans les ETD qui sont impactés. À ce niveau, moi, je dis que les revenus profitent aux citoyens, mais de manière, sur le plan national, le budget national, c'est toute la RDC.
Mais les quotités qui restent dans les provinces, les quotités de la redevance minière, ça profite aux provinces qui sont à forte exploitation minière et aux ETD au niveau local. Alors, avant que je ne passe la parole, comment se fait alors le suivi dans ces secteurs? Oui, mais nos lois sont très claires. Ok. En ce qui concerne les impôts, il y a la Direction générale des impôts. Pour tout ce qui est affaire de douane, importation, exportation, on a la DGDA. Et pour tout ce qui est de la non-fiscalité, donc des droits ou des redevances et autres, on a la DGRAD qui est en train de gérer ça. Mais de manière exceptionnelle, il y a ces droits qui sont payés aux entreprises du portefeuille de l'État. Certaines redevances ou les pas de porte et autres. C'est pour ça que vous allez voir, certaines entreprises du portefeuille se comportent comme des régies à propos de ces flux. C'est une quotité, soit si le gisement n'a pas été très, très bien étudié ou qu'il se partage 50-50 avec la DGRAD, mais si le gisement est bien documenté, bien étudié, c'est l'entreprise du portefeuille qui engrange le 100%. Donc, à ce niveau-là, nous avons les régies financières au niveau national, provincial et les ETD. Et aussi, on a les entreprises du portefeuille de l'État et certains établissements comme le cadastre minier, le CEC ou le FOMIN qui reçoivent des quotités de tous ces paiements du secteur extractif. Oui, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. J'aimerais un peu savoir combien d'entreprises déclarent chez ITIE. Le périmètre a recensé autour de 500 entreprises du secteur extractif, minier et des hydrocarbures. Mais sous les 500-là, il faut bien comprendre, il y a les majors, qui sont des grosses entreprises, et des petites. Le périmètre qui a été fait, nous avons... dans le rapport dans le rapport sur le secteur des mines, je pense qu'on a retenu 47 entreprises qui ont fait, je pense, 95% de nos recettes. Nous sommes restés sur ce périmètre-là parce qu'on a eu la tendance de tous ces paiements-là. Mais quand vous analysez les autres entreprises, 450 quelques, ça ne paye que les 5% qui restent. Le périmètre de déclaration, on s'est limité à ce nombre de 47 sur le secteur minier et le secteur des hydrocarbures à moins des entreprises. Hein. Alors, quand vous analysez ça, on a le gros de nos paiements. Et les 400 autres, qui sont les petites entreprises, on a eu leur déclaration totale par les administrations publiques. C'est pour ça que moi, je dis le périmètre du rapport est de 500, mais le périmètre de déclaration, c'est le petit nombre dont je viens de donner. Et combien... quelle entreprise qui est le top, qui déclare plus que tous? Non, toutes les entreprises. Il faut voir la dimension de leurs opérations. Oui. On a des majors et généralement en tête vient les entreprises du groupe Glencore, qui est Kamoto Copper et compagnie. Qu'est-ce que nous devons retenir de la déclaration? Parce que peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas le terme minier. Déclarer. Bon, la déclaration, oui. c'est... Oui, oui. Bon, notre système fiscal est déclaratif. C'est-à-dire quoi? Les entreprises ou les opérateurs économiques eux-mêmes calculent leurs impôts et vont déclarer dans les administrations fiscales. C'est après coup que l'administration peut venir faire un contrôle pour voir si la déclaration était correcte et sincère. Donc, nous sommes dans un système déclaratif. Même vous devez déclarer vos impôts à la DGI. C'est vous qui déclarez d'abord et la DGI vient à contre-coup pour faire le contrôle. A posteriori. Vous faites le contrôle? Nous, on ne fait pas de... Vous ne faites pas le contrôle? Ce n'est pas dans notre attribution. Nous sommes un instrument de transparence et de bonne gouvernance. Cela veut dire que nous prenons la bonne information, nous la mettons à la disposition du citoyen pour qu'il puisse y avoir un débat informé. Nous ne voulons plus rester comme on le dit à Kinshasa, dans les rumeurs ou dans les touba-touba, mais on est en train de travailler pour que la bonne information arrive aux citoyens, afin que si les citoyens débattent demain, qu'ils puissent avoir des chiffres corrects
pour la promotion d'un débat responsable. Oui. C'est ça notre rôle. Oui, s'il vous plaît, M. Jean-David, une petite préoccupation par rapport aux provinces, parce que la RDC, nous avons 26 provinces. Et nous avons combien de provinces détiennent des industries extractives? Mais lorsque vous analysez le cadastre minier, c'est presque dans beaucoup de provinces, presque dans toutes les provinces, il y a des carrés miniers. Mais nous avons le Grand Katanga, en l'occurrence, si on rentre le Lualaba et le Haut-Katanga, qui regorgent les grosses entreprises. Mais dans toutes les provinces, en commençant par le Grand Katanga, on monte dans le Kasaï, dans l'Est, le sud, le nord, le Tanganyika et le Maniema, la grande province orientale. Partout, il y a des entreprises minières. Mais c'est du côté de l'ouest qu'on en trouve presque pas. Mais quand vous regardez tout l'est et tout le sud et le centre, c'est là qu'il y a la grande concentration ou la présence des entreprises minières, selon les filières. À l'est, c'est généralement l'or et les 3T. Au sud, c'est dans les métaux de base, le cuivre, le cobalt, le zinc. Et au centre, ce sont ceux qui exploitent le diamant. Oui. Monsieur Jean-Jean Kayembe, en votre qualité de coordonnateur de l'ITIE, je pense que vous maîtrisez le méandre, notamment les avantages que réserve cette organisation internationale quant aux pays qui ont eu à adhérer. Alors, j'aimerais au moins retenir ici par vous quel bénéfice concret la RDC pourrait plutôt tirer de sa participation à la conférence mondiale ITIE 2026. Bon, vous savez que la mise en œuvre de la norme ITE, c'est une norme de transparence pour améliorer la gouvernance. C'est un problème de climat des affaires. Pour que nous puissions attirer des investisseurs dans notre pays, le climat ou la gouvernance ou la transparence doivent être vraiment remarqués par tout le monde. C'est ça le bénéfice. Il faut d'abord remarquer, comme je l'ai dit à l'entame, nous faisons de la transparence et de la gouvernance pour que les ressources naturelles profitent aux citoyens. Si au finish, nous analysons, le citoyen ne bénéficie de rien, nous allons dire qu'on a échoué. Et deux, le pays gagne en crédibilité. En crédibilité pour attirer les investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes en train... Là, c'est à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, même nationale. Comment est-ce qu'un Congolais qui a des moyens va investir dans le secteur si il y a des problèmes? Les Congolais peuvent se mettre ensemble et investir dans le secteur. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions améliorer même notre perception du secteur extractif, que nous changeons le paradigme. Aujourd'hui, moi, j'apprécie beaucoup le ministre de la Communication quand il parle du changement de narratif. Le Congolais doit pouvoir regarder bien son pays. Il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la transparence et la gouvernance. Il faut que nous puissions commencer par nous-mêmes, ceux qui ont les moyens, investir dans notre pays. Et lorsque ceux qui sont à l'extérieur, les multinationales, voient que les choses marchent, ils viendront. Nous allons à la conférence mondiale de l'ITE. D'abord, c'est pour faire un état des lieux. Parce que nous sommes partis de quelque part, nous devons analyser quel était le chemin, quelles étaient les difficultés, les défis. L'un des grands défis aujourd'hui, c'est la question de l'espace civique dans le monde entier. Vous savez, dans certains pays, chez nous, ça ne se remarque pas beaucoup. Le débat sur le secteur extractif commence à avoir une restriction de l'espace civique. Alors que pour nous, c'est le fer de lance. Il faut que le journaliste, la société civile, le citoyen s'exprime librement sur la gouvernance de son sol et de son sous-sol. Ça, c'est l'un des grands problèmes. Nous allons nous rendre à Manille, aux Philippines. On va en débattre pour garantir que le citoyen s'exprime librement sur la gouvernance du secteur. C'est pour ça que nous devons faire un effort. Nous devons sensibiliser le citoyen à utiliser la bonne information que nous disponibilisons dans le rapport ITE pour éviter qu'il y ait des poursuites après, s'il y a la calomnie ou atteinte à l'honneur d'une personne en racontant n'importe quoi. C'est pour ça que nous sommes en train de faire un effort pour
attirer le citoyen à exploiter les informations qui sont dans les rapports ITE et de les exploiter à bon escient pour avoir un débat informé afin de changer la courbe de la gouvernance. Et à Manille, nous irons partager cette expérience. De deux, en RDC, nous ne sommes pas limités à publier un rapport traditionnel. Il y a des questions qui se posent avec acuité, notamment l'exploitation artisanale. Au lieu que ce soit un petit chapitre dans un grand rapport, en RDC, on a adopté de faire des études thématiques, entrer en profondeur, connaître quels sont les défis, quels sont les vrais problèmes qui se posent dans ce secteur, afin d'aider l'État à formaliser, à améliorer la gouvernance. Les questions de la responsabilité sociétale des entreprises. On en a fait une étude thématique. Les questions de la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. La gestion même du fonds minier. C'est comme ça que la RDC, fort de son expérience dans les études thématiques approfondies sur la gouvernance de tous ces points, nous irons partager cette expérience à Manille, mais qui est un point, un jalon pour évaluer la gouvernance dans tous les pays de mise en œuvre, pour que nous puissions tirer des leçons et voir comment est-ce qu'on va orienter la marche de demain. Vous avez anticipé sur l'impact sur les citoyens. Alors concrètement, on aimerait savoir en quoi l'ITIE améliore la condition de vie des Congolais. Vous savez, je rétropédale. Quand nous rentrons dans les années 2005 jusqu'à 2018, nous savons tous bien que lorsque les provinces avaient besoin de la quotité de la redevance minière, nous étions sous la coupe de la rétrocession. Et lorsque vous analysez les rapports ITE de toutes ces années, la rétrocession tombait à compte-gouttes. C'est pour ça qu'avec les parties prenantes à la révision du code minier, on a fait des gros efforts pour que chaque quotité de la redevance minière soit payée dans un compte indiqué soit de la province, soit de l'ETD. Et aujourd'hui, vous pouvez analyser dans le rapport ITE, les provinces reçoivent leur quotité parce que le paiement est direct dans leur compte. Les ETD mêmement. Et puis, on a introduit un levier très fort pour la communauté. C'est le 0,3% du chiffre d'affaires qui est payé pour le développement à la base. Ce qui fait qu'avec la révision, avec cette expérience qu'on a eue, on a eu les trois instruments, les cahiers des charges qui sont signés. On ne parle pas des engagements volontaires ou des engagements obligatoires. Maintenant, c'est un cahier des charges qui est signé avec les communautés. C'est le premier levier. Le deuxième, c'est la quotité de la redevance minière et le 0,3% qui reste pour les communautés. Ça, on a réussi. Mais il y a encore un défi. Nos ETD ou nos communautés à la base reçoivent cet argent. Nous ne nous sommes pas préoccupés de la gouvernance locale. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait des comptables publics assermentés qui gèrent l'argent qui reste au niveau local. Il fallait qu'il y ait des plans de développement locaux pour toutes les ETD. C'est là c'est là qu'on a un peu pêché, mais je pense qu'on est en train de se rattraper lorsque la société civile et le ministère du Plan accompagnent les ETD à avoir chacun un plan de développement local pour que tout cela soit orienté pour le bien du citoyen. Monsieur le coordonnateur, je reste dans le même sens de la question posée par Jean-David Kilolo, mais tout en restant sur le secteur forestier. En quoi ITIE peut-elle, n'est-ce pas, favoriser une redistribution équitable de revenus issus, n'est-ce pas, de l'exploitation forestière aux communautés locales? D'abord, il faut connaître quelles sont nos lois en cette matière-là et comment est-ce que la loi, elle répartit et quelles sont les obligations de tous les exploitants qui sont dans le secteur. L'ITE ou la gouvernance, c'est l'observance des lois. Il faut observer les lois de la République, comment les lois font la redistribution au niveau de la couche de la population. Il y a des engagements sociaux qui doivent être pris par les exploitants du secteur forestier avec les communautés qui sont impactées. Et l'ITE essaie de relever quels sont les textes qui régissent ça et nous analysons si ces textes sont respectés.
Est-ce que les communautés reçoivent tout ce qui est dû dans la responsabilité sociétale des entreprises? Est-ce que tous les paiements effectués via les administrations sont utilisés à bon escient pour les communautés? C'est tout ce que nous analysons dans les rapports ITE. C'est pour ça que nous faisons une étude ou une partie contextuelle qui nous montre tous les textes de loi, tout ce qui doit être fait, et nous analysons maintenant sur le plan des chiffres ce qui est réellement fait, et nous comparons pour dire qu'il y a une amélioration, il y a une déficience ou quelque chose ne marche pas. S'il vous plaît, monsieur Le Cordon, quand l'État congolais donne un titre à une entreprise minière, qu'est-ce que cette entreprise va faire réellement aux peuples autochtones où l'État congolais l'a affecté pour aller faire une activité extractive? Qu'est-ce que réellement cette entreprise va faire pour ce peuple autochtone? Oui, bon, il y a plusieurs cas de figure. Lorsque vous recevez un titre du cadastre minier, il y a des négociations que vous devez faire, il y a des études que vous devez faire. D'abord, une étude d'impact social et environnemental. Il y a tout ce qu'il y a de questions de PGS, de part, où tous ces documents-là doivent être étudiés. Et on doit négocier avec les communautés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si la mine se trouve dans un village, il faut la délocalisation. Il faut négocier pour délocaliser conformément à la loi du pays. Aussi, il faut négocier avec les communautés les cahiers des charges pour leur développement à la base. Ça, ce sont les négociations qui se passent au premier niveau et qui sont conduites par le gouvernement au niveau provincial. Ils doivent négocier et finir par un cahier des charges qui est adopté par tout le monde. Et deux, quand l'entreprise commence à exploiter, elle a des obligations, elle a des paiements qu'elle effectue. Si elle produit, elle doit payer la redevance minière. Et cette redevance minière, la loi a réparti sur plusieurs quotités au niveau national, provincial, local, le fonds minier et le FONAREV. Donc, toute cette répétition, c'est ça qui est fait pour les communautés. Et puis, il y a cette quotité du 0,3% du chiffre d'affaires qui doit aussi revenir pour les développements à la base. C'est ça, surtout par là, monsieur le coordonnateur, le développement à la base. Oui, mais qu'est-ce que la société doit faire réellement pour développer le secteur? Il faut comprendre que c'est pas la société. La société, elle a des obligations. Elle paye le 0,3%. Elle paye la redevance minière. Et vous suivez? Et puis, on suit tout ça. Et on a des entreprises citoyennes qui payent à temps et correctement ce qu'elles doivent payer. Mais le problème, c'est le problème de gestion. Nous avions fait un atelier à Lubumbashi autour de ces trois leviers. Nous avions remarqué d'abord certains retards dans l'exécution des cahiers des charges, qui n'est pas dû seulement à la mauvaise foi des entreprises. On a relevé beaucoup de problèmes. La question de la gouvernance du 0,3% et aussi de la redevance minière. Et la proposition a été qu'il faut qu'il y ait de la cohérence. Pour la même communauté, il faut que les trois instruments rentrent dans le plan de développement local de la communauté, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est pour ça que les recommandations... Ce n'est pas fait jusque-là. Ce n'était pas encore fait dans beaucoup d'ETD et des provinces. D'où part l'argent? C'est pour ça que... L'argent qui... Non, d'où part l'argent? Chacun fait de manière séparée. Il n'y a pas de cohérence. Je ne dis pas qu'il détourne, mais les trois instruments sont gérés de manière séparée, de manière disparate. C'est qu'on veut. Nous, on a proposé avec toutes les parties prenantes, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut que les trois instruments alimentent un seul plan de développement local d'une communauté. Et pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Mais je voudrais ajouter une chose. Ici, nous ne sommes que sur, en français facile, sur de la cueillette. On creuse, on va vendre, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de la valeur ajoutée, nous allons rester pauvres. Il faut se dire que les ressources naturelles en tant que telles, vous prenez le cuivre brut,
vous allez vendre le cobalt à l'état brut, le coltan. Un calcul simple, nous resterons pauvres, même si nous mettons toute la transparence et la bonne gouvernance. C'est pour ça que je loue beaucoup l'initiative du chef de l'État et du gouvernement de vouloir rapatrier une partie de la chaîne de valeur. Parce que c'est la valeur ajoutée à la production qui peut nous faire un pays très riche. Oui. Et est-ce que les autorités provinciales, est-ce qu'elles collaborent suffisamment avec l'ITIE? On n'a pas de problème jusqu'à ce niveau parce que même la manière dont on fonctionne, le gouvernement central, lorsque nous voulons communiquer avec les provinces, nous passons via le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc, il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour. Vous pouvez lire dans notre rapport, on n'a pas soulevé ce genre de problème. Mais il peut se faire qu'une province ait des problèmes de digitalisation, de traitement de son information. On peut connaître des retards. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas engagés. C'est parce qu'il faut encore un traitement manuel. Mais jusqu'à ce jour, au dernier rapport, on n'a pas eu des problèmes et la Cour de compte est descendue dans toutes ces provinces pour faire la certification de leur déclaration. Est-ce qu'il y a aussi des mécanismes de contrôle des taxes locales qui oui, sont mises? Mais là, c'est de l'apanage de la Cour de compte et de l'IGF. C'est pour ça que, pour que les informations passent dans le rapport ITE, nous demandons à l'IGF et à la Cour de compte de faire la revue de leurs déclarations. Et vous allez voir, sur la fiabilité de l'information, la note a été très très élevée parce que toute l'information présente dans le rapport ITE a été passée en revue, soit par la Cour de compte, soit par l'Inspection générale des finances. Alors, il ne sera pas aussi aimable si nous passons sans parler aussi de l'Est. Alors, c'est quoi les défis par rapport à la situation dans l'Est quand ça se concerne l'ITIE? Vous savez que, d'abord, vous allez voir que dans le rapport que l'on a publié, on a eu un problème. On n'est pas passé dans le nord et dans le sud de Kivu à cause de l'insécurité. Mais le problème de l'Est avec l'exploitation des 3T, où la grosse exploitation, c'est l'exploitation artisanale, le gouvernement et les parties prenantes veulent que ça soit formalisé. Il faut que nous puissions avoir de la traçabilité. Car tous les processus qu'on a connus aujourd'hui de traçabilité, ça posait beaucoup de problèmes. Le minerai quitte la RDC, va chez nos voisins, on change les étiquettes et le consommateur final continue à acheter. C'est un grand problème. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions travailler tous de commun accord pour la formalisation du secteur artisanal, surtout des 3T et de l'or. Il faut qu'on formalise pour que la RDC bénéficie de l'exploitation. Mais il ne faut pas se leurrer. L'exploitation artisanale, c'est de la cueillette. L'exploitation artisanale, c'est pour l'économie de subsistance. Nous devons faire un effort pour qu'on passe de l'exploitation artisanale vers la petite mine, pour aller vers l'économie de développement. Le pays ne peut pas se développer avec l'exploitation artisanale, mais il faut bien l'encadrer, il faut le conduire pour faire un pas vers la petite mine ou vers la grosse mine pour que nous puissions bénéficier. S'il vous plaît, chers confrères. Monsieur le coordonnateur, vous avez dit ici que il y a aussi des textes qui disent que lorsqu'on octroie un titre minier à une entreprise minière, on peut aussi étudier l'endroit où il part faire cette activité et que si le village est tout près de là, il faut délocaliser ce village. Il y a eu beaucoup de cas de délocalisation, oui. Et maintenant, dans l'Est, même hier, il y avait 200 morts dans des sites miniers dans l'Est de la République. Hier, c'était 200 morts. Plus que même ça. Plus que même ça. À Roubaï, voilà. Comment ce texte n'était pas mis en œuvre pour délocaliser le peuple, le village qui était tout au long de ce site minier, et qu'on assiste chaque fois de perte de Congolais dans les sites miniers? Bon, je pense que le cas de Roubaïa, c'est d'abord un cas exceptionnel parce que nous sommes dans une zone où le pays est sous agression.
Mais les titres miniers deux, étaient octroyés avant les agressions. Il faut que l'on Oui, se oui. comprenne. Oui, oui. Il faut que l'on se comprenne. Nous sommes dans l'exploitation artisanale. Et le législateur a défini dans quelles conditions on peut opérer de manière artisanale. Mais on remarque que les gens font des galeries. Ils vont peut-être au-delà de 30 mètres dans le sous-sol. C'est ce qui amène avec les glissements. Vous savez, faire une mine, hein, il y a toutes les notions. Moi, je suis ingénieur civil, de mécanique de roche, de la résistance des terrains, et tout ça. Quand on fait une exploitation industrielle, on respecte toutes ces normes. Mais quand on commence à descendre avec l'artisanat, où on fait des galeries, il y a beaucoup de risques. C'est pour ça qu'on a le SAEMAP pour l'encadrement et l'accompagnement. Mais le seul problème de l'exploitation artisanale, il faut appliquer les textes de la République qui voudraient que c'est à une certaine profondeur que l'on peut opérer. Et puis, il faut aider les artisanaux en faisant la découverture pour qu'il n'y ait pas trop de galeries où les gens risquent de mourir étouffés avec les glissements de terrain. Monsieur le coordonnateur, il a été dit par vous tout de suite là, lorsque vous avez pris parole, eu égard à la question vous posée par Jean-David Kilolo, vous avez dit que quant à l'exploitation artisanale, qu'il était réfléchi de pouvoir penser à une organisation qui va faire passer, qui va amener plutôt de l'exploitation artisanale vers la petite mine. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a une structure, vous l'avez cité, SAEMAP, qui s'occupe de cette exploitation artisanale. Comment pensez-vous, ITIE, à travailler avec SAEMAP pour cette fin? Nous travaillons déjà avec le SAEMAP. C'est pour ça que vous allez voir toutes les études thématiques sur l'exploitation artisanale qu'on a divisées en 3 selon les filières, dans les métaux de base, cuivre, cobalt, zinc, dans le diamant et dans les 3T et or. Nous sommes accompagnés par le SAEMAP qui est une partie prenante au processus ITIE. Parce que c'est la seule structure d'encadrement de ce secteur-là. Nous travaillons avec eux, nous collectons les informations ensemble avec eux pour que les rapports soient opposables à tous. Donc, le ministère de Mines, via le SAEMAP, est partie prenante au processus et nous travaillons ensemble. Voilà, nous sommes en train de chuter. C'est le dernier tour de questions. Alors, quelles sont les priorités pour l'ITIE en République démocratique du Congo? Les priorités de l'ITIE s'inscrivent dans les priorités nationales. La gouvernance des ressources naturelles, si vous regardez dans le plan national stratégique de développement, où on parle des métaux stratégiques et tout ça, nous devons gérer convenablement nos minéraux pour impacter positivement le développement de la RDC. Et nous devons avoir, par nos ressources naturelles, le développement à la base. Cela veut dire que nous devons améliorer la gouvernance de ce qui tombe et demain, comme je l'ai dit, faire un effort pour rapatrier une partie de la chaîne de valeur sur le territoire national qui est une valeur ajoutée. Il y aura beaucoup de recettes pour l'État pour améliorer. Pour moi, l'une des priorités, lorsque vous suivez même le chef de l'État ou le gouvernement, on parle de plus en plus de retourner sur le territoire national une partie de la valeur ajoutée. Ça devait être ça la priorité. Et 2, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a une forte demande des minéraux critiques. Nous devons voir comment est-ce que nous devons en profiter aujourd'hui. Parce que ce qui est critique aujourd'hui, demain risque de ne pas l'être. Il faut que nous puissions regarder comment est-ce que nous aurons des retombées au niveau local, tout en disant que l'exploitation minière artisanale ne développera pas le pays. Il faut envisager de faire une migration vers la petite mine ou la grosse mine pour aller vers l'économie de développement. Et merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Comme monsieur Jean-David vient de le signaler que nous tendons déjà vers la fin, l'actualité, nous sommes des journalistes, nous sommes à la recherche des informations. Et un jour, j'étais tombé sur une information que un agent, vous aviez défendu la RDC dans une conférence internationale quelque part, où la RDC devrait être sanctionnée
parce qu'il y avait un cas d'un agent de la banque, d'une banque, et que ces rapports, et ces cas étaient déjà signalés au niveau international et que la RDC devait être à risquer d'être sanctionné au niveau international, soit peut-être être radié, mais vous avez défendu, c'était quoi le problème? Bon, c'est la question des lanceurs d'alerte. Il se fait qu'il y a eu 2 agents d'une banque, que je ne veux pas citer ici, qui avaient fait fuiter l'information de leur banque vers certaines ONG, et l'information a circulé, et la banque a porté plainte. Et ces agents étaient recherchés par la justice. C'est là que ces ONG ont dit que les 2 agents de cette banque étaient des lanceurs d'alerte. Il fallait qu'on les protège. Alors nous, en tant qu'ITE, nous disons que si un problème se pose en RDC, il ne faut pas aller le mettre sur la table de l'international. L'ITE, nous sommes dans un apprentissage au niveau national. Si un problème se pose en RDC, mettez-le sur la table en RDC, que nous en débattions, que nous comprenions ce qui se passe. Pour moi, la banque avait raison de se plaindre. Mais jusqu'à arriver à une condamnation à mort de ces 2 agents, semble-t-il, ils ne se sont pas présentés pour la défense parce qu'ils étaient déjà partis à l'étranger. C'est pour ça que nous, au niveau international, nous avons dit que la plateforme ITE, c'est une plateforme de dialogue. Si le problème s'était posé en RDC, il fallait que nous dialoguons d'abord. Mais les personnes n'ont pas remonté cette information au niveau de la plateforme de dialogue du comité exécutif, mais ils ont décidé de passer à l'international. C'est pour ça que nous nous sommes opposés à cette démarche-là. Nous avons dit, dans le processus ITE, c'est d'abord au niveau local, nous construisons un processus, il se solidifie, et puis nous nous soumettons à une évaluation internationale. Mais pas la banque n'est pas une industrie extractive. La banque n'est pas une industrie extractive. Comment relier la banque et les industries extractives? Il semblerait que c'était des flux financiers aussi qui venaient du secteur extractif qui étaient qui étaient communiqués par ces 2 agents-là. Donc, vous savez, la question de l'espace civique, c'est très difficile de dire que ça, c'est le secteur extractif, ça, c'est en dehors, parce que les flux financiers du secteur passent par les banques. Si vous, un journaliste aujourd'hui, vous dénoncez quelque chose qui, à l'origine, était du secteur extractif, mais qui se trouve dans une banque et qu'on gère mal, vous pouvez dire que ce sont des ressources, c'est la gouvernance des ressources naturelles. C'est pour ça que moi, je dis, mettre une barrière entre le secteur extractif et l'espace civique en général, ça pose un problème. La sanction allait être quoi? Là, vous savez, l'exigence 1.3, c'est une exigence de sauvegarde. Cela veut dire que on ne peut pas empêcher aux journalistes, aux citoyens, à la société civile de s'exprimer librement sur la gouvernance du secteur extractif. Si on a des preuves qu'on a empêchées, on va suspendre la RDC, si pas la radier. Donc, c'est ça la conséquence. Il y a l'exigence 3, on ne badine pas avec, c'est l'exigence de sauvegarde, la liberté d'expression. Donc, on doit laisser la société civile, les journalistes ou le citoyen s'exprimer librement. C'est pour ça que nous faisons un effort pour apporter l'information de qualité, pour avoir un débat informé. Ok, merci. Ayant exploité tout mon questionnaire, mais je pense que je peux avoir une petite question qui va permettre aux téléspectateurs ou aux Congolais de cerner quelque chose. Monsieur le coordonnateur, aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais qui nous entendent en ce moment peuvent cerner ou comprendre du rôle que joue l'ITIE dans la transparence des industries extractives? Oui, l'ITE doit être considéré comme un outil qui permet d'améliorer la gouvernance. En 2 mots, l'ITE a pour rôle de ramener la bonne information auprès du citoyen afin que le citoyen puisse exiger qu'il y ait de la redevabilité
dans le camp des mandataires publics. Vous savez que le sol et le sous-sol appartiennent aux citoyens, qui est le mandant. Mais comme tout le monde ne peut pas gérer, il faut que la bonne information arrive aux citoyens afin qu'il exige aux mandataires qu'ils soient redevables de la gestion de la chose publique. C'est tout ce que moi je dis, on peut retenir. L'ITE fait son travail, apporte la bonne information, une information certifiée par la Cour de compte et par l'IGF. Et nous devons avoir un débat informé pour qu'il y ait la question de la redevabilité qui soit mise sur la table. Voilà, pour terminer. Oui, il y a une petite préoccupation. On voit les cordons faire de voyages, de conférences internationales en permanence. Et d'ailleurs, on a même parlé qu'en 2026, si vous avez une conférence internationale au niveau mondial, comment le cordon voyage par assister, représenter la République démocratique du Congo à l'étranger, mais n'a jamais été accompagné par la presse locale, même la RTNC. Pour que la presse locale ramène l'information jusqu'au petit peuple. Bon, comme je disais tout à l'heure, qu'on a un plan de travail. Dans le plan de travail, tout est prévu. Mais s'il n'est pas arrivé que nous puissions partir avec la presse locale, ça peut être un problème lié juste au contexte, aux moyens financiers. Parce que si vous regardez l'analyse de notre plan de travail, on a eu quelques défis financiers pour le couvrir totalement. Et aussi, je tiens à souligner que tous les voyages que j'effectue, c'est pas seulement parce que... Ou l'État congolais, parce que vous représentez l'État non, congolais. L'État... Vous parlez de l'insuffisance de moyens financiers. L'État congolais a un budget et le budget, il s'exécute. Dans le contexte actuel, vous avez vu même en 2025, il y a eu une restriction de notre budget pour les questions de l'Est. Il fallait beaucoup de moyens pour combattre l'agresseur. Donc c'est dans ce contexte-là que nous effectuons tous ces voyages. Mais je tiens juste à faire remarquer que je ne représente pas que la RDC, je représente les pays francophones de l'Afrique centrale et de Madagascar au conseil d'administration de l'ITE. C'est-à-dire que les voyages que je fais, c'est pour la RDC et pour les autres membres que je défends au niveau du conseil d'administration. Qui prend maintenant en charge? C'est la RDC qui a pris l'engagement que je sois membre du conseil d'administration pour représenter la sous-région. Et c'est le gouvernement de la RDC qui a la charge de supporter tous mes déplacements. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, surtout pour l'attention soutenue. Merci au coordonnateur de l'ITE, M. Jean-Jacques Kayembe. Merci beaucoup. Merci aussi à nos confrères Elias Lokossé. Merci. Merci aussi à Guillaume. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés et à très bientôt. Merci. Merci, confrère.